C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, 72 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'accord de financement entre le Bénin, le Fonds arabe et la BOAD, une enveloppe destinée au raccordement en eau potable et à l'agriculture, à suivre les précisions. Le digital au cœur de tous les secteurs d'activité, ça se prépare et l'école des métiers du numérique est une réponse adéquate du gouvernement. Nous ferons une immersion dans ce centre de formation. Et puis, le projet Talent africain à l'international est à l'évaluation. Le forum qui s'y consacre a réuni plusieurs compétences. Les travaux ont débouché sur de belles perspectives. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Des financements pour l'eau et l'agriculture au Bénin ont été conclus à Washington entre le Bénin, le Fonds arabe et la BOAD. C'est une enveloppe de 72 milliards de francs CFA pour parachever les chantiers de raccordement en eau potable dans les régions les plus reculées du pays. Renaud Akapo et Héloïse Winato. Le Bénin poursuit ses efforts pour offrir de l'eau potable à tous les citoyens. Au 31 décembre 2023, le taux de desserte relevé en milieu rural s'est élevé à 79,4% contre 76,7% en fin 2022. Nombre de projets ont été engagés pour atteindre les objectifs fixés. Et tous les voyants sont désormais au vert avec les divers accords de financement signés à Washington les 23 et 24 octobre dernier en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Le premier accord, c'est une allocation de 8,9 milliards de francs CFA du Fonds mauricien pour les projets d'addition d'eau en milieu rural. 8,9 milliards de francs. Le deuxième accord de financement, c'est avec la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. La BOAD a alloué 20 milliards, toujours pour le secteur de l'eau, en milieu rural. Vous voyez, l'eau revient de façon récurrente. Grâce à ces financements, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable sera déployé dans les villes comme Basila, Alada, Lokossa et Atiémé. Des chantiers qui incluent aussi bien de grands travaux d'infrastructure que des initiatives communautaires destinées à renforcer l'accès à l'eau dans les zones les plus reculées. L'eau potable est un élément essentiel au bien-être de tous et le président de la République continue d'honorer son engagement à placer le bien-être des populations au cœur de sa politique. L'eau, c'est la vie. Une population qui a accès à l'eau potable, c'est une population qui est en bonne santé. Donc, c'est des points valides pour l'agriculture et l'agro-industrie. Mais l'eau, c'est également l'économie, l'eau, c'est la productivité, qui reste, qu'on ne le veuille pas, l'une des quintessences du plan d'action du gouvernement et des préoccupations centrales du chef de l'État. Ces accords de financement visent également le secteur agricole à travers l'extension du projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR. La mise en œuvre de cette initiative va permettre d'accroître, d'une part, les revenus des exploitants maraîchers et d'autre part, d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans 27 nouvelles communes. 15,6 milliards de francs CFA pour la culture maraîchère. 27 communes vont en bénéficier. Ça va créer des emplois pour les jeunes, également pour les femmes. Le fonds de l'OPEP a pris cette décision d'accompagner le Bénin sur ce segment du secteur agricole. Grâce à l'appui de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, 3 lycées techniques professionnels seront construits et équipés à Boyko, Natitengu et Lokossa pour un montant total évalué à 30 milliards de francs CFA. Il est ici question de mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour la formation de véritables exploitants agricoles. La BOAD a alloué 30 milliards pour la reconstruction des lycées techniques et agricoles. Ça fait partie, encore une fois, de la cohérence sectorielle du programme d'action du gouvernement. Ces accords se situent dans l'épure et dans le droit fil du mandat social du président de la République. Ce sont au total 74 milliards et demi de francs CFA qui seront injectés dans les 3 secteurs ciblés.
Cotonou a abrité les journées de l'écosystème entrepreneurial. C'était du 25 au 27 novembre 2024. La rencontre vise à promouvoir une interaction des acteurs et cela au bénéfice d'une économie prospère. La cérémonie de clôture avec Alessandra Dioton et Ramatou Lawani. C'est 3 jours d'intenses activités. Les dernières 48 heures du mois de l'entrepreneuriat ont été consacrées à la rencontre des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. L'objectif étant, entre autres, d'apprécier comment cette dernière peut redéfinir les modèles économiques en valorisant l'humain et les savoir-faire locaux. C'est important qu'on puisse travailler, notamment avec les collectivités locales qui étaient très présentes au cours de ces rencontres, qu'on puisse travailler à promouvoir cette économie sociale et solidaire. J'ai été conviée par Sens Benec pour partager un peu l'expérience de la ville de Dakar dans le domaine de l'accompagnement, de la formation des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avons animé un panel sur le financement. Il était important que nous n'attendions pas puisque le Sénégal, le Cameroun, le Cap-Vert et d'autres pays d'Afrique ont déjà commencé cela. On a beaucoup d'entreprises de très très grande envergure qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui sont dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Vient la plénière de clôture, cérémonie qui boucle toute une série d'ateliers et d'événements consacrés à l'entrepreneuriat. La création de l'ADPME pour en faire un guichet unique pour les entreprises. Des services non financiers comme des services financiers a été au cœur justement de ce que nous voulons faire pour que les entrepreneurs béninois ou même étrangers qui viennent au Bénin sentent que cette terre, le Bénin, est une terre d'opportunité pour ceux qui veulent entreprendre. Toutes les réformes qui ont été faites ont été des réformes en soutien au développement de l'entreprise. Moi-même, depuis quelques mois, depuis 6 mois maintenant, je fais le tour du Bénin pour parler aux jeunes Béninois et leur dire l'importance de l'entreprise. Que les Béninois qui ont envie d'entreprendre, mais que surtout les jeunes sachent que l'entrepreneuriat est la voie royale pour créer ou pour avoir un emploi. Les jeunes sont appelés à entreprendre en ayant une vision précise, apporter des solutions qui répondent à des défis sociétaux et environnementaux. Dialogue entre juges de la Cour constitutionnelle et juges de la légalité, c'est le thème d'un séminaire organisé par la Cour constitutionnelle pour instaurer un dialogue périodique entre institutions. La finalité est de créer une convergence des décisions sur des questions relatives aux droits de l'homme. Les précisions avec Samirat Chabimani. Il ne doit y avoir... Ce séminaire de 2 jours a permis aux juges de différents niveaux de justice de partager leurs expériences, de clarifier leurs rôles respectifs et de trouver des solutions communes aux défis juridiques contemporains. Le dialogue des juges apparaît comme une forme nouvelle de communication entre les juridictions. Il décrit des interactions et échanges entre différentes juridictions. Celles-ci, de façon souvent informelle, dialoguent pour élaborer des jurisprudences tenant compte les unes des autres pour établir une relation harmonieuse et éviter les conflits. Le dialogue repose sur ce qu'on a appelé une déférence réciproque, qui permet l'existence d'une interaction libre et vivante entre les tribunaux. Cependant, cette interaction cherche également à respecter les différences entre les tribunaux en reconnaissant les règles particulières applicables dans la juridiction d'un tribunal donné, les différents domaines de compétences définis par le droit national et les identités culturelles uniques. Ils ont également abordé les questions des droits de l'homme, surtout des détentions parfois anormalement longues dont la Cour constitutionnelle est souvent saisie. Aucune solution légale n'est-elle envisageable pour prévenir la garde à vue et la détention provisoire abusive? Est-ce que les prisonniers doivent rester là et toujours saisir la Cour constitutionnelle? On m'a oublié depuis 15 ans en prison, sans jugement. Je suis en détention préventive depuis 7 ans. Et mon dossier est oublié, on ne m'appelle pas. Ne peut-on pas trouver d'autres solutions? Des communications sur le dialogue entre juges de la Cour constitutionnelle et juges de la légalité ont édifié les participants.
C'était plutôt un reportage de Gilles Dansou. Une nouvelle méthode fait son apparition dans la gestion des conflits. Elle a été au cœur d'un atelier de formation à Cotonou. Découvrons cette nouvelle approche avec Alain Sochouma et François Issou. Prévenir les conflits et instaurer le dialogue par une nouvelle approche dénommée TOSTAN. C'est l'objectif de cette formation à laquelle ont assisté des élus locaux et autres responsables. Ici, on compte partager notre approche, méthodologie et modèle avec les partenaires qui se trouvent déjà au Bénin, qui sont bien installés, et les accompagner dans l'application des principes et aspects clés de notre modèle. Et on compte aussi à générer des évidences qui montrent que ce modèle peut être adapté aux contextes différents, comme le Bénin, et aux réalités différentes où se trouvent des différents types de conflits et violences pour pouvoir générer les mêmes résultats qu'on trouve dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de cette formation, les participants désormais aguerris comptent bien partager cette expérience avec leurs pairs pour la paix et la culture de la non-violence dans leurs communautés respectives. C'est une approche qui permet de travailler avec les communautés à la base, de les aider à découvrir leurs potentialités, de prioriser leurs besoins, de pouvoir rechercher des approches de solutions. Là, l'approche TOSTAN implique la communauté à la base, à la résolution de ces problèmes. Nous sommes sûrs que lorsque ce programme va être mis en œuvre au Bénin, les communautés pourront vraiment bénéficier et surtout en profiter pour leur propre bien-être. Nous avons déjà pris l'engagement de faire la restitution des acquis de cet atelier à nos élus. Au niveau de la communauté, travailler à ce que la communauté puisse s'approprier de l'approche TOSTAN pour leur propre bien-être. Avec l'approche TOSTAN, les communautés expérimentent un nouvel outil de vivre ensemble dans la non-violence. Allons à présent à la découverte de l'école des métiers du numérique. Elle fait partie de la politique du gouvernement décidée à booster le digital au cœur de tous les secteurs d'activité. Dans ce reportage, Alain Sochouma et François Issou nous invitent à une immersion dans ce centre de formation. S'il est une révolution que le Bénin ne veut rater, c'est bien celle du numérique. Le pays met en place depuis quelques années des infrastructures et des politiques pour l'explosion du numérique. Au rang de celle-ci, l'école des métiers du numérique. La principale raison pour laquelle l'école a été créée, c'est pour accompagner le gouvernement dans sa vision de pouvoir, déployer de l'Internet haut débit dans tout le pays. Donc c'est pourquoi notre première formation qui nous a été recommandée par le gouvernement est la formation des techniciens en fibre optique. Donc cette formation permet de former des techniciens en fibre optique pour accompagner les différentes sociétés qui interviennent dans le domaine des télécommunications à pouvoir disposer d'un vivier de techniciens qualifiés pour les accompagner dans le déploiement de la fibre pour que la qualité des services Internet s'améliore. Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement a rendu certains services publics digitaux. La seconde formation que nous avons lancée ici, à savoir le référent digital, nous permet aussi d'accompagner le gouvernement dans cette œuvre. Ici, les formations ne ressemblent en rien au cursus classique. Formateurs et étudiants sont mis dans des conditions optimales pour des résultats probants. Comme vous voyez là, ils sont tous concentrés sur l'ordinateur en train de mettre en place un site web. Ils sont très motivés. Plus on a la main-d'œuvre qui maîtrise comment mettre en place ces différentes plateformes et plus on pourra satisfaire la demande. J'ai choisi l'école des métiers du numérique parce que quand j'ai vu les blocs de compétences qu'il y a dans cette formation, j'ai vu que c'était vraiment une formation complète qui était un peu plus large que par rapport à d'autres formations que les gens se proposent. Déjà, l'atmosphère est différente de la formation classique. Ici, nous ne sommes pas juste là pour prendre un cours. Nous sommes dans une méthodologie de pédagogie active. Le Bénin numérique et digital n'est plus un rêve. La mise en route est effective et tout se met en place pour permettre aux populations de jouir des services en ligne
avec des techniciens chevronnés. Salon des organisations de la société civile, des jeunes et des femmes engagées dans le développement durable au Bénin. Il est organisé par Roagelf Bénin, un réseau ouest-africain qui regroupe des jeunes femmes leaders du Bénin. L'objectif est d'évaluer l'impact de leurs actions. La cérémonie d'ouverture avec Génial Afoudamonsi Agboka et Jules Kouikou. Premier salon des organisations de la société civile de jeunes et des femmes impliquées dans le développement durable du Bénin. Un creuset d'échanges sur leurs expériences, mais aussi les défis à relever. Imaginez un taxi bondé sur la route entre Lokossa et Grand Popo. Des activistes serrés les uns contre les autres, partageant leur histoire, leurs défis, leurs rires. C'est dans ce taxi, entre deux chaos et trois éclats de rire, que l'idée de ce salon est née. C'est là qu'on a réalisé que nous avons besoin de nous créer un espace pour célébrer nos victoires, aussi petites soient-elles. Ce rendez-vous est un véritable bouffée d'oxygène pour notre secteur, une opportunité unique de célébrer ensemble nos réussites communes et de tracer les contours d'un avenir meilleur pour notre pays. Cet événement témoigne de la vitalité et du dynamisme de la société civile béninoise, particulièrement de ces jeunes et de ces femmes. Le Royaume de Pays-Bas est fier de contribuer à la réalisation de cet événement à travers le programme Right Here, Right Now 2. Notre engagement n'est pas fruit du hasard. Il s'inscrit dans une longue tradition de partenariat avec le Bénin. La rencontre réunit 40 organisations venues de 8 départements du Bénin. Les activités vont durer 3 jours. Grande conférence sur le peuplement de l'espace du Dahomey. C'est une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Plusieurs thèmes ont été abordés par les conférenciers Génial Afoudamonsi Agboka et Simon Villon. Retracer l'histoire du peuplement du Dahomey, voilà la quintessence de cette rencontre. Elle s'inscrit dans le programme Grande conférence pilotée par l'Ansalbe. Le peuplement est un concept clé pour comprendre l'évolution des sociétés humaines et leur interaction avec le territoire qu'elles occupent. Inscrire le peuplement dans les débats actuels permet de retracer les mouvements de population et comprendre comment les interactions entre les différents groupes humains ont façonné nos cultures et nos sociétés. Chacun cherche à se redéfinir et à écrire ou réécrire son histoire. Donc c'est une rencontre très importante que nous sommes en train de faire en ce moment-ci, dans notre vision, notre ambition de maîtriser un peu plus l'histoire de notre pays. Or, pour maîtriser l'histoire, il faut se demander d'abord d'où nous venons. Migration historique, multiculturalisme ou encore plurilinguisme au Dahomey Bénin d'hier à aujourd'hui, ce sont là les thématiques développées au cours de cette conférence. On a fait venir des sachants ou même des savants, des historiens, des archéologues qui vont nous faire découvrir ou redécouvrir comment nous sommes retrouvés tous ensemble, d'où venaient nos ancêtres, pour qu'ensemble aujourd'hui, on forme cet espace Bénin. À terme, ces assises vont contribuer à l'écriture de l'histoire du Bénin afin de poser les bases d'une identité nationale. Le projet Talent africain à l'international est à l'évaluation. Le deuxième forum consacré à son bilan a rassemblé plusieurs compétences ouest-africaines spécialisées dans la promotion des entreprises et l'employabilité des jeunes diplômés. Alexis Segbemon et Arnaud Adadia nous apprennent qu'au terme de l'évaluation, la rencontre a débouché sur de belles perspectives. Présente à Cotonou à l'invitation de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ces différentes délégations partagent ensemble cet instant pour une séance de travail.
Offreurs et demandeurs d'emploi évaluent la fiabilité d'un système. En signant la convention de mise en œuvre du projet avec le réseau des organismes de promotion du commerce de l'UEMOA, l'ANPE a noté que le dispositif TAI est un projet innovant de volontariat qui contribue à la mobilité internationale des jeunes et au renforcement de leur parcours professionnel. À la date du 12 novembre 2024, il a été enregistré au niveau de la plateforme TAI au CESAC 879 candidats béninois, 253 candidats burkinabés, 370 candidats de Côte d'Ivoire et 360 candidats sénégalais. Dans le même temps, il ressort que 171 entreprises ont été agréées, dont 106 du Bénin. Comportant ces critères spécifiques d'éligibilité, le projet Talent africain à l'international, TAI, réunissant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, facilite l'échange périodique de compétences et la promotion de leurs entreprises. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le dossier, s'est posé le sujet du financement de l'activité et j'avais fait une note à l'époque au président de la République grâce à M. Akindé et qui avait donné son autorisation, son OK pour que ça soit engagé et que le Bénin y prenne une part très importante dans le financement de cette activité. Je voudrais vraiment rendre hommage au chef de l'État parce que c'est grâce à lui que nous avons cette performance aujourd'hui. Le système TAI, destiné prioritairement aux demandeurs d'emploi, est certainement un bel exemple d'intégration dans l'espace économique UEMOA. Deuxième séance de reddition des comptes dans la commune de Lalo. Le maire, son conseil et le secrétaire exécutif parcourent les 11 arrondissements depuis quelques jours. Thème des échanges, la mise en œuvre des opérations de lotissement et de recasement dans la commune sur la période de janvier au 15 novembre 2024. Evariste Zomaron et Samirat Chabimane. Au regard des nombreuses difficultés rencontrées dans le processus de lotissement de la commune de Lalo et en respect aux dispositions législatives, la municipalité rend compte à ses administrés. La mise en œuvre des opérations de lotissement et de recasement de la commune sur la période de janvier au 15 novembre 2024 était le principal sujet des échanges. Les gens ont déterré même des bornes et on a repris. Ce qui bloque le truc, c'est qu'il y a trop de familles qui n'ont pas les papiers, ils sont goudoutors, ils n'ont qu'à prendre leur conscience et savoir que ce que nous faisons là, que c'est pour leur bien. L'État central nous surveille de près. Cette deuxième séance de reddition pour le compte de l'année en cours est participative et les populations sont invitées à soutenir ce processus indispensable pour le développement de Lalo. Nous voulons faire un lotissement à visage humain. Si je suis propriétaire d'un domaine telle ferme, il est inconcevable qu'on me recase dans un bas-fond. S'ils sentent qu'ils sont brimés dans leurs droits, de ne pas hésiter à se rapprocher du secrétaire exécutif. Avoir une parcelle pour un Béninois, c'est une chose importante et sensible. Donc, c'est le lieu de leur expliquer comment procéder afin d'avoir les conventions et tout ce qui est documents administratifs afin de couvrir leur propriété dans les normes, afin de bénéficier de certaines infrastructures et les nécessaires comme l'approvisionnement en eau, en électricité. Ça concerne les ouvertures de pistes, de voies et autres. L'exercice se poursuit dans les autres arrondissements de la commune. Les acteurs impliqués prennent l'engagement de respecter les tests en vigueur en la matière. La gestion durable des ressources en eau reste cruciale dans le delta de l'Ouémé. Entre changement climatique et précipitations saisonnières, les populations font face à des inondations récurrentes et à la perte de leurs biens. Le programme Duragir, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, propose des solutions innovantes et inclusives. Christelle Tongodo et Benjamin Denayo.
L'objectif de Duragir est clair, renforcer la résilience des populations face aux défis liés à la gestion intégrée des ressources en eau GIR. Ce programme repose sur une approche participative, réunissant des partenaires diversifiés et impliquant activement les communautés locales. Il s'agit de mieux maîtriser l'eau, non seulement pour protéger les biens et les infrastructures, mais également pour assurer la sécurité alimentaire et la survie des populations dans cette région stratégique. Les mots importants pour nous dans ce projet, lorsque nous étions en train de l'élaborer, c'est la localisation. Parce que les éléments qui sont ressortis pour la durabilité sont principalement l'appropriation, l'engagement et la localisation. Quand ça repose sur les communautés elles-mêmes, quand ça repose sur les structures nationales, quand ça repose sur les structures locales, ça donne plus d'assurance quant à la durabilité. Duragir n'est pas simplement une continuation des acquis du programme OMI Delta. Il se veut un modèle, une vision prospective. En considérant les résultats obtenus et en renforçant les capacités locales, nous visons à ancrer la gestion intégrée des ressources en eau GIR dans les pratiques et les politiques locales, tout en garantissant la résilience des communautés face aux risques liés à l'eau. Je réitère notre détermination à faire de Duragir un modèle de collaboration efficace et de durabilité. Pour réussir, nous avons besoin de l'implication active des institutions, des organisations de la société civile, des médias et surtout des communautés locales elles-mêmes. Avec Duragir, le delta de l'Ouémé peut espérer une gestion plus efficace et durable de ses ressources en eau. Ce programme incarne l'espoir d'un avenir plus sûr pour les communautés en limitant les impacts des inondations tout en renforçant leur capacité d'adaptation face aux aléas climatiques. Protection de la santé des personnes au Bénin, c'est le titre d'un ouvrage de 305 pages qui vient de paraître. L'auteur Benjamin Sow, magistrat de formation, apporte sa part pour des soins de qualité dans nos hôpitaux. Gilles Dansou et Igor Ayoso. Un magistrat, et pas des moindres. Bienvenue Sow. Il s'intéresse aux questions de la santé. En réalité, les réformes qui sont aujourd'hui amorcées en matière sanitaire doivent nous amener à imprimer un autre rythme aux acteurs du secteur de la santé, mais surtout aux patients qui fréquentent les milieux hospitaliers et aussi les officines de pharmacie. Donc ce document vise à rappeler aux patients leurs devoirs en milieu hospitalier et aussi aux praticiens leurs droits, parce que qui parle de droit, pas forcément de répondant comme devoir. Et quand le présentateur parle, c'est toute une admiration. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé? À cette question assurément rhétorique de Socrate, la réponse proposée par Bienvenu Sow tient en 305 pages. Plus de 300 pages pour nous renseigner sur nos droits et devoirs en matière de santé. Le droit à la santé dont vous avez parlé, c'est l'un des droits fondamentaux de l'être humain. Nous naissons avec. Mais c'est un droit qui a été problématisé à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, où il est devenu un droit programmatique. Droit créance, puisqu'il faudrait que l'État puisse prévoir les structures adéquates pour nous permettre de jouir de ce droit. Un ouvrage bien riche en enseignements. Ce livre est un outil, un guide, mais aussi un compagnon de réflexion. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Un chef-d'œuvre à découvrir et parcourir. Et pour finir, l'actualité internationale avec Amandine Agnamboussou.
Les Namibiens retournent aux urnes 2 jours après une élection chaotique, entachée de problèmes logistiques et techniques. Face aux critiques des électeurs et des partis, la commission électorale a prolongé le scrutin jusqu'au 30 novembre. Les partis d'opposition ont quant à eux demandé l'arrêt du processus électoral. Le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France. L'annonce est survenue quelques heures après la visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot à N'Djamena. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, dans un communiqué, estime que le Tchad veut diversifier ses partenaires, mais que la France reste un partenaire essentiel. Mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, le Tchad a mûri et le Tchad est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. Cette décision a été prise selon le même communiqué après une analyse approfondie et marque un tournant historique pour le pays. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.